vais présenter les 6 intervenants qui sont avec nous pour cette séquence. Avec nous, Hélène Paoletti, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'appui au pilotage de l'offre à la CNSA. Pierre-Yves Baudot, bonjour. Bonjour. Sociologue, professeur de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre du conseil scientifique de la CNSA. Avec nous, Mélina Ramos-Goran, bonjour. Responsable du pôle modèle et réforme tarifaire à la direction du financement de la CNSA. Et Guillaume Marion, directeur du projet Séraphin et appui numérique à la DGCS. Yannick Hung est avec nous. Vous êtes responsable du laboratoire des solutions de demain à la CNSA et Didier Alain, chef de projet transformation numérique à la CNSA. Je voudrais commencer avec quelques mots qui reprennent peut-être un peu le cadre de cette transformation globale. On a vu à travers les tables rondes que beaucoup de chantiers, beaucoup d'envie, beaucoup de dynamique se mettent à l'œuvre. Je voudrais revenir avec vous, Hélène, un petit peu sur les grandes orientations finalement qui se jouent à travers ces différents exemples qu'on a vus. Quelles sont-elles et avez-vous l'impression que les établissements, ceux qu'on a vus, mais aussi tous ceux qu'on ne voit pas, sont aujourd'hui suffisamment outillés, suffisamment engagés dans ce chantier-là ? Alors peut-être pour recentrer effectivement la richesse de la matière qu'on a vue depuis ce matin, rappeler d'abord que la transformation de l'offre, c'est un outil. L'offre est un moyen pour des personnes, comme il a été dit en particulier ce matin, d'exercer leurs droits ou de continuer le plus longtemps possible et jusqu'au bout à les exercer et de réaliser leurs projets, leurs aspirations et vivre leur vie. À partir de là, la transformation de l'offre, comme on l'a vu également depuis ce matin, elle est d'abord un concept qui s'oppose à une certaine vision d'une offre traditionnelle. Je dis une certaine vision parce qu'effectivement c'est assez schématique, mais une offre traditionnelle, elle serait caractérisée par une dimension institutionnelle, organisée par des autorisations, tarifée selon des modalités subtiles. Elle serait spécialisée via des cahiers des charges et elle organiserait son accompagnement par rapport à une capacité. Donc une personne est orientée vers une place et le capacitaire dans l'établissement y répond sous une forme qu'on peut appeler d'all inclusive, hein, comme on dit souvent chez nous pour parler de ces modèles-ci. Par opposition, l'offre transformée, comme on l'a vu avec Céline Poulet, elle organise des services, des prestations, des fonctions même parfois autour de la personne et sans rattachement à un organisme de référence nécessairement. Deuxième point, elle va chercher à répondre à des besoins, mais elle va aussi chercher à accompagner des aspirations. Donc toute la réflexion sur l'autodétermination, l'écoute de la personne pour pouvoir l'accompagner dans ses aspirations, dans ses désirs, et donc elle est forcément évolutive. Elle ne peut plus être statique. Et enfin, elle dépasse le médico-social, bien sûr, puisqu'elle vient même plus seulement en appui du droit commun, elle vient avec le droit commun, en subsidiarité avec le droit commun, qu'elle complète, qu'elle étaye, qu'elle rend possible. Voilà peut-être 3 caractéristiques pour rassembler un peu tout ce qu'on a entendu depuis ce matin. Et il y a 2 choses qui reviennent un peu depuis ce matin. Un, en effet, quelles sont les grandes lignes directrices de cette transformation-là ? On voit qu'elles sont nombreuses, mais qu'elles se recentrent sur des grands principes. Et puis, il y a ce qui serait un peu l'agenda un peu de tout ça. On en parlait avec Magali Guégan qui disait oui, 2030 pour un établissement unique potentiellement, hein, plus tard pour la territorialisation. Et on se dit finalement comment ces changements peuvent-ils être accompagnés finalement ? Est-ce qu'il faut un agenda ? Est-ce qu'il faut une grande loi cadre pour embarquer tout le monde dans ce changement ? Alors, il en faut, bien sûr, il faut toujours un cadre, un agenda, une stratégie. Et en même temps, comme on l'a vu depuis ce matin, on parle vraiment d'un mouvement de fond et d'un processus. Hein. Ça a été aussi pas mal dit, processus versus rupture. Donc, d'un côté, la transformation, elle est à l'œuvre et elle devance quelque part toujours la grande loi cadre, puisque ce sont les innovations, les expérimentations, la force des personnes, des professionnels qui font émerger ces modèles. Et à un moment donné, une grande loi cadre, ça permet de donner de la visibilité. Et ça permet également de faire passer quelques mesures de rupture pour lesquelles on a besoin d'assises législatives. Donc effectivement, ça participe à cette rupture dont on parlait. Mais il faut avoir conscience qu'en fait, sont à l'œuvre un certain nombre de réformes qui sont elles-mêmes extrêmement structurantes. Ça peut être des réformes tarifaires dont on reparlera plus tard, mais ça peut être aussi des réformes d'organisation. Sur le champ des personnes âgées, par exemple, on a en ce moment toute une reconfiguration des services à domicile. Ce sont des réformes structurantes. Et puis peut-être aussi garder en tête, au-delà de l'intérêt d'une loi cadre, le fait qu'on est aussi beaucoup sur d'autres champs
que le médico-social. Là encore, je crois qu'on va en reparler. Et que finalement, bouger la loi SRU, comme il a été dit ce matin, pour revoir quelque chose d'assez technique sur les quotas de logements sociaux et comment on les calcule, ça peut aussi constituer des avancées de rupture qui vont permettre à des acteurs comme les bailleurs sociaux, finalement, de développer une offre qui va venir compléter l'offre médico-sociale. Ce que disait Hélène, ce que disait Céline aussi tout à l'heure, c'est cet enjeu de faire une transformation systémique d'ensemble. Alors on parle depuis ce matin de la transformation institutionnelle, celle de l'offre, mais il y a la transformation de ceux avec qui il va falloir composer, construire même de plus en plus, c'est-à-dire le monde ordinaire, les acteurs du droit commun. Et là, on a un champ de l'accessibilité qui est un champ qui est peu adressé par tout ce qu'on dit depuis ce matin. Vous, Pierre-Yves Baudot, avez accompagné une étude vraiment très éclairante de la Fondation pour le logement sur l'accessibilité des logements en milieu ordinaire, notamment pour ces personnes en situation de handicap. D'un mot, qu'est-ce que disent les constats et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus surpris dans ce qui est ressorti ? Oui, alors c'est la première fois qu'on s'intéressait à la question du logement des personnes handicapées en milieu ordinaire en France. Alors il y a plusieurs résultats très brièvement qui sortent. Le premier résultat, c'est déjà la très grande diversité des situations. Mais parmi cette diversité de situations, il y en a une qui nous a semblé extrêmement intéressante et qui concerne globalement 20% des personnes handicapées non retraitées de l'enquête logement de l'INSEE de 2013 et qui est une situation de double assignation à résidence. Assignation au sens de capacité à changer de logement. Ça veut dire une fois que les personnes sont dans un logement, elles peuvent difficilement en changer si, par exemple, leur situation personnelle, la pathologie ou la déficience le requiert. Donc ça, c'est une forme d'assignation. Et puis l'autre assignation, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi au quotidien, de limiter ses déplacements et de développer ce qu'on a appelé dans le rapport une préférence pour l'intérieur. Préférence qui n'est pas du tout un choix, une volonté assumée, mais au contraire le fait de se protéger d'un extérieur qui est vu comme menaçant, dangereux, des violences très fortement subies, notamment par les femmes handicapées dans l'espace public ou dans les transports publics, et des insultes, des conflits autour de l'occupation de places réservées dans les transports. Donc ça, c'est vraiment un élément qui nous a vraiment marqué. L'autre élément vraiment crucial de cette étude, c'est qu'on a des éléments d'inadaptation ou d'inaccessibilité qui sont connus, globalement connus. C'est essentiellement de ça dont on parle dans la presse quand on en parle, c'est les problèmes d'ascenseur. Voilà, qui est un réel problème. Mais celui-là, il est globalement adressé, visibilisé, il y a des propositions de loi en cours. Nous, ce qui nous a marqué, c'est qu'en fait, on demandait aux personnes de nous faire une visite de leur logement ou de nous décrire leur logement et ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, ce qui leur posait problème ou ce qui ne leur posait pas problème. Et en fait, à nos yeux, parce que moi je suis une personne valide, à mes yeux de valide ou aux yeux du collègue avec qui je travaillais, Thomas Chevalier, ces inadaptations, elles étaient invisibles. C'est-à-dire que l'inadaptation est invisible aux yeux des valides et que si on veut réellement comprendre cette adaptation, cette accessibilité et la rendre réelle pour les personnes, il va falloir absolument qu'on parte des récits que font les personnes de leur logement et de leurs besoins. Et donc là, on a un vrai besoin pour produire une action publique qui soit efficace, de partir du récit des concernés. C'est pas juste leur laisser une place parce que après tout, il faut bien leur laisser une place, mais c'est parce qu'une fois qu'on leur a laissé une place, la solution proposée va être radicalement différente. Et puis le troisième élément crucial, c'est globalement l'offre très insuffisante de logements adaptés et accessibles, offre très insuffisante notamment du fait de toutes les dérogations qui ont été mises dans le droit depuis 1975 et à nouveau après 2005 sur la question de l'accessibilité du bâti, mais c'est aussi les conséquences de cet article 64 de la loi Elan qui revient sur le principe d'accessibilité de tous à tous, de tous à tout, pardon, et qui instaure à la place un quota de 20% seulement de logements accessibles et ça a pour effet de tarir l'offre et ça a un effet sur la possibilité pour les individus de changer de logement quand la situation le requiert. On est sur ce champ de l'accessibilité sur des chantiers énormes et la CNH les pose et les pointe à chaque fois, je dirais, d'une certaine manière. Ça sera un enjeu des municipales qui viennent, des élections bien évidemment. Est-ce que c'est un enjeu que de moyens, et quand on les regarde et quand on les chiffre, ils sont énormes. Et est-ce que la transformation institutionnelle dont on parle, c'est aussi un moteur de cette transformation de l'accessibilité aussi, ou est-ce que c'est deux couloirs de nage différents, si je puis dire ? En utilisant... couloir de nage, ça marche très bien.
puisqu'effectivement, l'idée est de dire, la société, de toute façon, l'offre ordinaire est insuffisante. Et donc, on va pas. C'est un argument qui va contre la transformation de l'offre. C'est-à-dire, on va utiliser l'argument de l'inadaptation et de l'inaccessibilité actuelle du logement pour dire, regardez, on ne va pas les mettre dans des situations qui sont pires, puisque certaines situations d'isolement en milieu ordinaire sont cruciales. On est à 27 ou 28% de taux d'isolement ressentis par les personnes handicapées contre 17% en population générale. Donc, le milieu ordinaire en soi, il n'est pas porteur d'une émancipation, quoi. Le problème sur cette politique-là, pour le dire en 2 mots, c'est volonté politique. L'ambition donnera les moyens. Et la volonté politique, c'est pas simplement d'avoir une personne qui dise avec moi l'accessibilité, c'est en fait au quotidien d'aller peser sur des secteurs, le logement, le secteur des mobilités, des transports, les syndicats de transport, les autorités régulatrices des transports, d'aller peser pour que les dispositions handicap soient mises en œuvre. Je prends l'exemple de la loi Elan. La loi Elan, elle a été écrite au ministère du Logement par des personnes qui sont des spécialistes du logement, qui ont travaillé dans le logement pendant toute leur carrière et qui continuent à y travailler. Et forcément, les enjeux de handicap, ils n'étaient absolument pas présents. Il y a eu 2 réunions vaguement organisées au cabinet du ministre sur la question de cet article-là. Mais sinon, globalement, les acteurs du logement sont totalement hermétiques des formations professionnelles, ce qui est une vraie déformation, mais ils sont totalement hermétiques à cet enjeu du handicap. Et l'enjeu de la volonté politique, c'est d'arriver à faire peser dans un espace dans lequel le handicap est très rarement représenté, voire totalement inexistant, d'arriver à faire peser, d'arriver à faire exister, d'arriver à faire représenter cet enjeu dans les têtes, dans les cerveaux de ceux qui, et dans les intérêts politiques de ceux qui mettent en œuvre ce texte. Et c'est là où une loi générale sur le handicap, c'est certainement très intéressante, mais elle s'intéressera à nouveau au secteur du handicap. Ce qu'il faut, c'est réussir à mainstreamer, c'est-à-dire à diffuser, à transversaliser le handicap, mais en le transversalisant, le handicap perd en capacité politique pour peser sur les acteurs administratifs et sur les acteurs politiques. Et c'est cet enjeu-là qui est absolument crucial. D'ailleurs, le CIH porte aussi avec les réseaux de référents handicap dans la haute administration et dans les préfectures qui essaient de se mobiliser, de monter en compétence là-dessus. Et il y a un enjeu qui est la transformation du milieu ordinaire, puis je vais revenir tout de même dessus, sur la transformation de l'offre, des acteurs, des structures, et comme le disait Hélène, c'est un chantier qui se prend, un chemin qui se prend pour chacun aussi de l'endroit où il est, et qui s'accompagne individuellement, mais qui s'accompagne aussi par des grandes réformes structurelles avec différents leviers. Je voudrais qu'on en adresse quelques-uns avec les acteurs ici présents. Le premier, il est engagé, c'est celui du numérique, et je voudrais en parler avec vous, Didier Allain. Il y a ce grand projet ESMS numérique, c'est plus de 600 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour valoriser la numérisation de la gestion dans les établissements médico-sociaux. Autour de ce, on va en reparler, DUI, bien évidemment, qui permet d'avoir une numérisation de ce qu'est le projet de vie de la personne, des parcours d'accompagnement. Quelle est l'ambition de ce programme et en quoi est-ce qu'il représente une nécessité aujourd'hui pour les établissements ? Alors une ambition forte, vous l'avez dit, 600 millions d'euros, c'est une somme inédite pour le secteur médico-social. Donc la première ambition, c'est d'avoir un impact sur beaucoup de structures. L'objectif, c'est environ 35 000 structures, ce qui correspond peu ou prou à peu près 90% des établissements et structures médico-sociales. Donc première ambition, essayer de toucher tout le monde, et ça c'est très structurant dans une politique publique, parce que toucher le plus grand nombre, c'est toujours une difficulté. 600 millions, ça paraît beaucoup, mais en fait quand on divise par 34 000, ça ne fait pas tant que ça. Mais donc pouvoir mettre en place une ingénierie qui permet d'accompagner 35 000 établissements avec des impacts tout à fait significatifs. Deuxième ambition, c'est d'équiper en dossier de l'usager informatisé, vous l'avez rappelé, c'est un objet dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, tous ces établissements. Et un dossier d'usager informatisé qui soit apte à ouvrir les échanges entre les professionnels de l'établissement et les autres professionnels qui accompagnent les personnes. Donc un dossier usager qu'on qualifie d'interopérable, un mot un peu barbare, mais qui veut dire simplement que ce dossier, il va pouvoir permettre des échanges avec les autres professionnels au travers de moyens sécurisés. Et il va permettre aussi d'alimenter votre espace santé, mon espace santé, le vôtre, le nôtre, le dossier, le carnet de santé de la personne. Première ambition. Seconde ambition, c'est pas juste équiper. Pendant très longtemps, dans les politiques publiques, on a fait de l'achat informatique ou de la dépense informatique, ça dépend de quel point de vue on se place. Depuis quelques années maintenant, on fait du financement à l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, on ne paye la subvention
aux porteurs de projets que il rend compte que les professionnels utilisent effectivement le dossier usager informatisé. Ça permet quelque chose de très intéressant, outre de ne pas se limiter à de la dépense informatique pour mettre en place des systèmes qui dorment dans des tiroirs, ça permet aussi de focaliser les objectifs de la politique publique. Vous avez commencé à évoquer le projet personnalisé. Il y a des objectifs d'utilisation qui sont ciblés, qui sont définis et qui vont tirer les usages qui semblent prioritaires pour engager quelque chose qui est de l'ordre de la transformation des pratiques et la transformation du système. Nécessité, finalement, je vous l'ai dit pour commencer, il n'y avait jamais eu de programme d'aide à l'investissement sur le cœur de métier des établissements. Il y avait eu beaucoup d'aides sur des sujets de système de gestion, sur des infrastructures autour de l'orientation des personnes, mais le cœur de métier des établissements n'avait jamais été adressé. Et donc le médico-social, de fait, accusait un retard très important par rapport, relativement par exemple au secteur sanitaire, qui lui avait bénéficié de politiques d'investissement on va dire continue, importante en volume depuis 2007, à peu près 2012. Voilà, donc il fallait commencer à y passer. La colonne vertébrale, c'est le DUI, donc ce dossier unique informatisé. Alors il y a tout un enjeu qui est un enjeu, je dirais, de logistique, et il est énorme, de formation des personnels, de montée en compétence des éditeurs, donc tout ça c'est la partie technique. Moi, là où je voudrais qu'on mette peut-être un peu le focus, c'est la partie associée aux usages. Et les usages se jouent à deux niveaux, vous l'avez dit, d'abord pour que les établissements puissent en interne mieux piloter ces projets, ces parcours projets individualisés, mais que ça puisse aussi mieux se piloter, on l'a vu dans la table ronde précédente, en lien avec les autres professionnels. Comment le DUI va permettre cela, va faciliter cela ? Alors vous avez raison, il y a bien deux faces au DUI. Il y a d'abord la face interne, et quand on dit interne dans le secteur médico-social, c'est jamais une structure refermée sur elle-même. C'est déjà toujours des structures qui se coordonnent entre elles. Des réseaux, et même au sein d'un même organisme gestionnaire, c'est déjà en soi des réseaux. Donc le premier enjeu qui est déjà d'arriver à avoir une continuité de l'accompagnement et une pluriprofessionnalité de l'accompagnement au sein d'une même organisation, un même organisme gestionnaire, est déjà quelque chose qui nécessite un premier niveau d'effort. Très concrètement, aujourd'hui, on a encore beaucoup de structures. Je vais prendre l'exemple du secteur des personnes handicapées adultes. La personne, elle est suivie par un CESAD, par un SAMSA, pardon. Je crois qu'il y a Guillaume qui est mon correcteur sur ma connaissance du secteur médico-social. Elle est suivie par un SAMSA sur son domicile, en milieu ordinaire ou en milieu accompagné. Elle travaille en ESAT. La question, c'est est-ce qu'elle va avoir d'un côté le projet personnalisé du SAMSA, d'un autre côté le projet professionnel de l'ESAT, comment on arrive à réunifier tout ça. Donc voilà, le DUI, c'est l'objet qui permet déjà de réunifier autour de la personne les informations des professionnels qui l'accompagnent au quotidien, y compris dans la même structure. Si on passe à l'échelle supérieure, on a devant nous la mise en dispositif dans le secteur du handicap, mais c'est vrai aussi, on l'a vu avec les CRT dans le secteur des personnes âgées. Et puis on a surtout, je ne sais pas si c'est une hiérarchie à mettre, mais en tout cas, il y a un vrai sujet de décloisonner le secteur médico-social avec le secteur sanitaire. Et c'est un outil communicant pour cela ? Alors, c'est bien le sujet, c'est bien tout l'enjeu. En tout cas, les règles de financement et le fonctionnement du Ségur, au travers d'un dispositif qu'on appelle référencement Ségur, oblige les éditeurs à publier des solutions qui sont interopérables et qui permettent de se connecter à des infrastructures nationales d'échange et de partage. J'ai parlé tout à l'heure de la messagerie sécurisée santé qui permet, dans des conditions de sécurité, d'échanger des messages entre professionnels, mais il y a aussi Mon Espace Santé qui est une infrastructure. Alors, si vous ne l'avez pas encore ouvert, je crois que la dernière fois qu'on s'était parlé, vous ne l'aviez pas encore ouvert, il va falloir vous y mettre, parce que c'est un bien commun. Vous l'avez fait. C'est un bien commun et c'est important parce que ça permet d'une part aux personnes d'avoir la connaissance des documents et de ce qui est fait autour d'elles dans son complet contrôle, mais ça permet aussi aux acteurs, quelle que soit la structure dans laquelle ils travaillent, d'accéder à une information et donc ainsi de pouvoir avoir une vraie continuité des soins. Donc entre par exemple, typiquement, un des cas typiques, c'est l'EHPAD, personne âgée qui a besoin d'être hospitalisée en urgence. Il y a dans le dossier médical, dans Mon Espace Santé, l'ancien nom dossier médical partagé, personnel même encore avant, mais là j'ai les cheveux gris, on va pas trop remonter. On demande aux établissements de déposer un dossier de liaison d'urgence, qui est un objet qui permet aux urgentistes, très concrètement, de prendre connaissance de l'état de santé de la personne
et donc d'avoir des meilleures informations, de meilleure qualité pour pouvoir faire l'accompagnement, la prise en charge aux urgences. Alors, voilà quelques exemples concrets. On a vu et on verra dans les tables rondes que c'est important pour l'accompagnement dans les soins et la prévention aussi. Absolument. Travailler en lien avec ces acteurs-là. L'objectif, c'est 2 millions de CDI. On est aujourd'hui à 600 000, donc la montée en compétences se fait au fur et à mesure. Quel constat vous faites du déploiement à date, entre guillemets, et surtout quel blocage, quelles difficultés vous voyez aujourd'hui à cela? Alors, effectivement, on vise environ 2 millions à 2 500 000 dossiers de l'usager informatisé actifs, c'est-à-dire utilisés au quotidien par les professionnels. Je pense qu'on a dépassé les 600 000, on doit être autour de 700 000, puisque ça monte chaque mois. Mais en effet, ce n'est pas une histoire simple. Alors, la première difficulté qui nous remonte des porteurs de projets, c'est que c'est des projets qu'il faut soutenir dans la durée. D'abord, la durée du projet lui-même, la mise en œuvre de ce qu'on appelle le mode build du dossier de l'usage informatisé. C'est des projets qui vont très en profondeur dans les organisations. Et en moyenne, on observe que c'est 2 ans entre le moment où on démarre le projet et le moment où on a fini la mise en œuvre. Bon. Et puis après, c'est maintenir dans la durée ces usages, cette utilisation, avec la possibilité d'adapter, de faire évoluer l'outil pour s'adapter aux changements de pratique et aux évolutions de l'organisation du secteur. Donc ça nécessite de maintenir des moyens dans la durée, ce qui n'est pas toujours complètement simple. Deuxième sujet, c'est des projets qui ont une forte composante technologique, c'est des projets qui nécessitent une grosse ingénierie et donc qui nécessitent des compétences et des ressources à hauteur pour pouvoir piloter des projets de très grosse ampleur et assez complexes. Donc, en fait, l'écueil principal, c'est le fait que, on va donner des chiffres, je regarde Guillaume pour voir s'il ne va pas me faire les gros yeux, mais on a au moins 50% des structures du secteur qui sont des structures qui regroupent peu d'organismes, des organismes gestionnaires qui regroupent peu ou mono-organismes. Clairement, les structures de cette taille, elles n'ont pas la capacité, alors pas intellectuelle, mais la capacité, l'espace, la surface, pour créer des maîtrises d'ouvrage et avoir des ressources pérennes pour porter ces projets dans la durée. Donc, un des écueils, et probablement du côté des porteurs, le principal écueil, c'est d'arriver à se doter de maîtrise d'ouvrage et donc de se regrouper pour qu'elles aient la surface suffisante pour pouvoir staffer des équipes qui permettent de porter ces projets complexes. Oui, mais vous m'avez dit, il y a un autre enjeu qui est celui justement de développer ces DUI pour qu'ils soient pleinement communicants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la dynamique pleinement portée par les acteurs du médico-social, et est-ce qu'ils ont la capacité, parce que c'est eux qui doivent décider qui ils référencient aussi, comme à qui ils donnent accès ou ils ne donnent pas accès comme autres acteurs. C'est pas toujours facile. Non, mais complètement. Sur le papier, vous avez un DUI communiquant avec Mon Espace Santé, avec la messagerie sécurisée, c'est très très bien. Toujours est-il que la capacité à coopérer sur un territoire autour d'une personne, elle ne se décrète pas et ce n'est pas l'outil qui va faire que les gens coopèrent. Ce n'est pas le DUI, objet technique, qui va faire que le médecin urgentiste ouvre la messagerie sécurisée ou les courriels envoyés par le service d'aide à domicile, par une aide à domicile. Qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà. Donc il y a un vrai enjeu, en effet, de conduite du changement à l'échelle de proximité, à l'échelle territoriale. On sait que les usages collaboratifs se développent à cette échelle-là. Ce n'est pas un truc qui peut tomber du national, c'est même pas un truc qui peut être décrété par une ARS et pas plus par un département. Ça doit se construire autour de communautés professionnelles. On a eu dans le secteur du sanitaire les expériences des CPTS, Communautés professionnelles de territoire de santé, pardon. C'est à cette échelle-là qu'il faut travailler. Je ne dis pas que c'est les CPTS qui doivent porter le sujet, mais c'est clairement à cette échelle-là qu'il faut travailler, sans quoi les professionnels nous disent moi, vous êtes gentil, j'ai un DMP, j'ai un DUI qui parle avec Mon Espace Santé. En fait, j'envoie des courriers à l'hôpital, personne ne les lit. Voilà. Donc vous avez raison, il y a un vrai défi de changement des pratiques, et pas individuel, un défi collectif, et qui en plus doit dépasser le périmètre médico-social pour embarquer les acteurs du sanitaire. Premier enjeu, premier chantier, levier aussi d'accompagnement, le numérique. Un autre, et il est lié d'ailleurs, c'est celui de la tarification. Guillaume, vous avez un pied dans chacun aujourd'hui, si je puis dire. Je vous réserve plutôt sur la tarification, qui est un autre enjeu et un enjeu majeur, avec dans le champ des PH, bien évidemment, la mise en place de Séraphin, qui doit permettre de mieux intégrer la réalité des activités d'une organisation par parcours dans des établissements, avec une tarification qui est articulée autour d'un budget socle, un budget variable, des majorations, des critères dédiés qui permettent de valoriser l'intensité et la nature des accompagnements qui sont portés. Des nomenclatures ont été mises en place pour permettre justement, on consulte avec les représentants, pour permettre justement de composer un petit peu, d'agir avec cette tarification-là à l'échelle des établissements. On va en parler
Alors Mélina, je vous mets au défi en 1 minute 14 de nous expliquer les 3... 2 minutes 12. La manière, mais je pense que beaucoup de monde l'ont, cette architecture en 3 temps, qui est l'architecture Séraphin. Alors déjà, il est prévu une part principale de la dotation qui tient compte du nombre de places et en fait des facteurs qui ont été identifiés comme déterminants dans les coûts de production. Donc la modalité d'accueil, les caractéristiques des personnes accueillies en termes de déficience, le nombre de jours d'ouverture par exemple. S'ajoutera un compartiment pour couvrir les transports. Et ensuite, on a prévu un compartiment de modulation à l'activité qui vise à valoriser financièrement les ESMS dont l'activité en fait dépasse en termes d'intensité, de modularité, de quantité, ce qui est fait dans les ESMS comparables. Et enfin, on a des dotations complémentaires qui sont liées à l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement, à la coopération avec les autres acteurs médico-sociaux, mais aussi sanitaires et sociaux, évidemment. Donc, ces indicateurs ont été construits avec le secteur au cours de groupes de travail. Et on a certaines parties de la tarification qui n'entrent pas dans le champ de la réforme. Je pense par exemple aux plateformes de répit qui pour l'instant sont en dehors de ce modèle et restent financées de manière dédiée. Donc concrètement, quand on fait Séraphin, on fait quoi ? On fait 3 choses. On réagence les financements alloués afin qu'ils soutiennent le financement des structures, la transformation de l'offre, mais aussi de manière dynamique, c'est-à-dire pas seulement au moment de la mise en place du modèle. On redistribue parce que historiquement, on n'a pas de règles homogènes de tarification, donc ça a créé des déséquilibres qui desservent de fait certains usagers. Donc ça, on a un objectif évidemment d'équité, de justice. Et enfin, on incite, on combine les facteurs de la transformation de l'offre, la qualité telle qu'on peut aujourd'hui la capter, l'implication des ESMS dans leur territoire. Alors, on comprend bien, il y a un budget socle qui répond à l'activité telle qu'elle est classiquement, et puis il y a ces budgets variables, ces majorations qui permettent justement de s'adapter au mieux un peu à l'évolution aussi des réalités. Guillaume Marion, en quoi cette réforme, au-delà de son aspect un peu technique, architectural qui a été présenté par Mélina, en quoi est-ce qu'elle est pensée et elle rend possible cette transformation de l'offre qu'on évoque depuis ce matin ? Comme l'a dit Hélène, la transformation de l'offre est avant tout un moyen et la tarification est un moyen du moyen. Au même titre que le DUI du reste. Ce sont des outils de tarification. La réforme s'est fixé 3 objectifs en 2012-2013 lorsqu'elle a été lancée suite à 2 rapports brillants de nos collègues Vachet-Jeannet. C'est l'équité, et c'est une part importante, puisque le modèle qu'on vient de vous présenter, c'est un modèle de transition qui est principalement basé sur un capacitaire qui va aller capter des données simples, que sont les modalités d'accompagnement, que sont les déficiences des publics accompagnés. Mais on a besoin de ça pour objectiver les coûts et les rapprocher, parce qu'aujourd'hui, on a une dispersion des coûts qui s'explique par l'agrégat historique de la tarification. Mais indépendamment de ces objectifs de convergence, il y a bien deux objectifs qui sont en lien avec la transformation de l'offre. C'est permettre de la modularité et permettre un financement du parcours. En fait, ce qui bloque tout le système, c'est la place. On a construit le système, l'offre médico-sociale en France à partir de la place. On assigne à la place. La place est une réalité physique encore dans notre quotidien. Et Séraphin se propose de dépasser la place, c'est un jeu de mots facile, mais assez signifiant, de dépasser la place ou de la remettre à sa juste place, à savoir une unité d'œuvre, sans existence physique, un point qui permet de définir un volume, de donner la capacité, les moyens de faire. À partir de ce volume. C'est le but de cette équation capacitaire. Et ensuite, autre innovation de Séraphin, mais on y va petit à petit, c'est qu'on ne parle plus d'IME, on ne parle plus d'ITEP, on ne parle plus CESAD, on ne parlera plus SAMSA, SAVS, etc. On ne parle plus de structures, de catégories.
on parle là déjà de modalités d'accompagnement. Partant du principe qu'aujourd'hui, en dispositif intégré, une structure peut tout faire. Donc on entérine en quelque sorte cette réalité sans pouvoir néanmoins anticiper l'avenir. C'est-à-dire Séraphin ne va pas tarifer les structures 3.0 que nous présente Céline Poulet avec les plateformes de services coordonnés ou que vous présentez Roland Disly avec un DITEP particulièrement engagé dans la transformation de l'offre. On voit bien que là, il y a une avance du secteur sur ce que nous, on est en responsabilité de tarifer. Autrement, on va perdre la moitié du secteur. Séraphin, c'est cette articulation de la tarification et puis c'est des nomenclatures qui ont été co-construites à partir d'ailleurs de la convention, des critères de la convention internationale. On ne va pas rentrer dans le détail de ces nomenclatures, mais en quoi est-ce qu'elles constituent un outil de pilotage aussi de l'activité qui permet d'aller au mieux au-devant de cette approche que vous portez? Alors peut-être d'abord, ce que c'est que les nomenclatures, en fait, c'est un langage commun. L'objectif, c'était de permettre aux établissements et services de désigner de la même manière des activités qui étaient similaires. Elles avaient pour objectif de construire les enquêtes, ce qu'on appelait les enquêtes de coûts, c'est-à-dire de permettre de comparer l'activité d'un établissement à l'autre. C'est en ça qu'elles étaient vraiment déterminantes et elles sont aujourd'hui déployées et utilisées par les ESMS de manière assez massive. Dans le modèle qu'on a présenté, qui est le modèle de transition, la dotation principale ne s'appuie pas sur ces nomenclatures, elle s'appuie essentiellement sur le capacitaire. Par contre, les nomenclatures sont déjà mobilisées, notamment dans la dotation complémentaire, qui a plusieurs paliers qui sont directement liés à ces nomenclatures, notamment pour mettre du concret en fait, dans ce qu'on fait dans la tarification. Et donc, l'objectif, c'est aussi de s'appuyer sur ces nomenclatures. On est en train de penser le modèle cible avec les acteurs. C'est des travaux qui sont en cours, mais aussi de pouvoir s'appuyer aussi sur ces nomenclatures dans le modèle cible. Guillaume, comment est-ce que vous voyez leur rôle et surtout la manière dont elles vont accompagner ce dépassement de la place dans la manière dont on repense l'activité? Parce que c'est ça aussi, c'est une manière de voir l'activité autrement, avant même de la tarifer. Ce langage commun, comme disait Mélina, on appelle ça nomenclature, mais c'est avant tout une façon de communiquer. C'est un peu les mêmes ambitions que le DUI porte au niveau de l'interopérabilité de la donnée. À partir du moment où vous avez autant de chapelles, autant de façons de parler des choses que de structures, vous ne pouvez pas communiquer. Et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, on retrouve les nomenclatures dans tous les référentiels numériques, etc. On construit à l'instar, une grammaire, au contraire de la tour de Babel, quoi. Lorsqu'on parle parcours, on est obligé d'être dans cette dynamique. Et cette dynamique, elle ne commence pas à l'entrée de la personne dans l'établissement, dans la structure médico-sociale. Cette dynamique, elle doit commencer bien en amont, au moment de l'expression de ses besoins. D'ailleurs, ce sont les nomenclatures, non pas Séraphin. Il ne faut plus les appeler comme ça. Enfin, une réforme de la tarification n'a pas vocation à créer des nomenclatures. Ce sont les nomenclatures de besoins et prestations handicap. Elles doivent commencer au moment de l'expression de besoins. C'est lié à l'autodétermination, au niveau de l'orientation, de l'évaluation du handicap, de l'orientation et du suivi du parcours. Et c'est là où on retrouve le sujet numérique qui est très lié, très structurant également. Question qui fait suite un peu, en tous les cas résonance avec ce qu'on s'est dit avant. C'est très bien parce que ça fait parcours là où la tarification joue, c'est-à-dire dans la transformation institutionnelle. Puis après, on arrive dans un monde ordinaire où la solvabilisation se fait différemment. On parle APA, on parle PCH. Est-ce que finalement, il n'y a pas une butée, sinon une limite à ce qu'est cette approche par la tarification dans la dynamique qui va être portée? Alors, vous avez raison. En effet, lorsqu'on pense parcours, on doit convoquer les outils de solvabilisation du parcours en milieu protégé et en milieu ordinaire. Le mandat de Séraphin, ce n'était pas un mandat, c'était sur les 12 000 SMS du champ PH.
Mais on est et d'ailleurs, s'est posé la question à un moment, un peu en 2019-2020, de savoir si le modèle devait allouer des moyens à l'établissement ou devait permettre un droit de tirage aux personnes accompagnées, aux personnes en situation de handicap, qui, elles, viendraient solvabiliser les prestations de l'établissement. Et le choix a été fait en 2019 de dire non, on ne prend pas l'option droit personnel à la prestation ou droit de tirage, ce qu'on appelle droit de tirage, pour continuer à allouer des moyens à l'établissement. Nous, la conviction profonde qu'on a, c'est qu'on n'arrivera pas à compléter le parcours si à un moment, après le modèle de transition, on ne réinterroge pas les allocations individuelles de solidarité, comme la PCH, surtout comme l'AEH. Je suis un peu technique, mais l'AEH a des mécanismes qui ne sont pas compatibles avec nos mécanismes de modulation à l'activité. Et donc, je ne suis pas en train de me donner du boulot pour les 5 prochaines années, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de travail sur ce volet-là, si on veut compléter la solvabilisation du parcours. Alors ça, on dit c'est le boulot pour les 10 prochaines années. Pour les 5 prochaines années, voire un peu plus, il y a un autre boulot à faire, puisque là, on parle d'une tarification qui va se jouer dans le monde de l'enfance. Il y a le secteur adulte qui va être concerné derrière. Aujourd'hui, il n'est pas engagé dans cette réforme directement, il le sera demain. Quelle problématique spécifique ça pose, le passage au secteur adulte ? Le secteur adulte a d'autres caractéristiques. L'enfance est très tournée vers l'école. C'est ça son milieu ordinaire principal. Le secteur adulte, quand vous rentrez dans l'âge adulte, les polarités sont tout autres. Les polarités de sortie. Vous avez le travail. Pour certaines personnes particulièrement lourdement handicapées, ça sera plutôt l'offre du sanitaire. Donc on est obligé de trouver, et surtout, l'enjeu crucial, c'est le logement. On en parlait. Cette capacité à s'autonomiser, c'est via le logement que ça passe. Donc là, l'équation Séraphin pourra avoir, au niveau de ses caractéristiques principales, ces caractéristiques qui permettent le rapprochement, l'objectivation des moyens, à peu près les mêmes, mais au niveau de l'activité, ce sera un tout petit peu différent. Ce qui est important, c'est que ces changements-là ne soient pas des changements de rupture. Hélène en parlait. On est quand même sur des perspectives qui sont encore assez mal définies. Les acteurs avancent plus vite que les pouvoirs publics, qui viendront ensuite clarifier certaines règles. Mais je pense que vous utilisiez ce matin le terme d'ubérisation. On a quand même autour de ces notions de c'est quoi un projet d'établissement, c'est quoi une offre de services coordonnés, des enjeux importants qui sont aujourd'hui pas tout à fait clairs. Il ne faudrait pas que les établissements et services deviennent de simples porteurs salariaux. Le dernier point, en résonance avec la table ronde précédente, et ce que disait Roland avec ce que l'AIRE essaie de mettre en place comme indicateur, parce qu'ils disent, nous, Séraphin, c'est bien, mais on a 4 ans d'avance sur là où sur voilà, ils se disent on est en avance par rapport à ce qui se met en place, et donc cette tarification, est-ce qu'elle va nous permettre de nous développer vraiment à l'endroit où l'on est? L'idée que disait Hélène, c'est d'embarquer tout le monde, chacun à l'endroit où il est, mais ces dispositifs intégrés finalement, est-ce qu'ils vont trouver leur place dans Séraphin? Est-ce que ce qui va faciliter la transformation pour certains ne va pas ralentir un peu la vitesse de transformation pour d'autres qui sont plus avancés? Alors, concernant les dispositifs, ils sont évidemment intégrés dans l'équation et à tous les moments en fait, de l'équation Séraphin. D'abord, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dès lors que les dispositifs proposent donc plusieurs modalités d'accueil, dont le milieu ordinaire, il y a une majoration de la dotation qui est prévue. Donc, de manière indicative, on a un pourcentage aujourd'hui de l'ordre de 5% qui est en train d'être requestionné à partir des nouvelles données dont on dispose.
Donc voilà, c'est cette majoration qui permet de tenir compte des surcoûts inhérents en fait, au développement et au fonctionnement en dispositif. En outre, les dispositifs conduisent à une augmentation de la file active, par exemple. Et donc, quand on définit la modulation à l'activité, on la définit avec la modularité, avec la quantité, avec l'intensité. Évidemment, les dispositifs bénéficieront davantage sans doute que les autres établissements et services de cette modulation. Et enfin, ils répondent aux objectifs de transformation de l'offre. Or, les critères de dotation complémentaire sont bien construits dans ces objectifs de transformation de l'offre et donc ils seront davantage également bénéficiaires des dotations complémentaires qu'on a évoquées tout à l'heure. Chacun y trouvera sa place. C'est fait pour. Et ça reste une DG, ça reste une dotation globale de toute façon. Oui. Donc les acteurs pourront en faire ce qu'ils veulent. C'est plus les critères d'objectivation qui changent. Ouais. On reviendra, je pense, dans les questions sur des points évidemment évoqués autour de Séraphin. C'est un sujet qui porte et qui concerne aujourd'hui beaucoup d'acteurs. Un dernier point tout de même sur ces leviers, c'est celui de la transformation immobilière et notamment des EHPAD dont on a beaucoup parlé ce matin. Je voudrais en parler avec vous, Yannick. Il y a un Ségur immobilier qui a été dégagé pour financer la rénovation des EHPAD avec des projets qui ont été sélectionnés, engagés autour de la France et qui bénéficient de l'accompagnement du laboratoire des solutions. Alors pas pour leur financement, mais pour l'accompagnement à la manière de penser un peu cette transformation de leur bâti. Vous avez apporté une expertise de soutien pour donner des outils aux porteurs de projets. Il y a des tutos, il y a des livrables qui sont donnés, mobiliser l'expertise d'architectes, documenter la maîtrise d'ouvrage, aider à faire en sorte que ces projets intègrent aussi l'ensemble des parties prenantes. Quels sont les grands axes de transformation du bâti, de l'aménagement des établissements qui ressortent des projets qui ont été avancés ? Oui, par rapport au laboratoire des solutions de demain, sur les projets d'appui ou d'accompagnement, et à la fois un présent et aussi un devenir, on a du coup des livraisons qui sont au fil de l'eau. Sur les grands axes, le laboratoire est tout d'abord guidé par une circulaire de la DGCS CNSA du 24 septembre 2021 qui vise à préciser 5 piliers de la nouvelle génération d'EHPAD. Le premier, c'est le sentiment d'être chez soi, que l'EHPAD est un lieu de vie avant tout. Le deuxième, c'est l'ouverture vers l'extérieur, où les tiers-lieux peuvent être un tremplin à la transformation. Le troisième, c'est la facilitation des soins, avec cette capacité à rendre des soins plus discrets, parce que la logique hospitalière peut être encore présente dans certains établissements, mais aussi des soins plus facilités en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail pour les soignants, dans une démarche de lutte contre la sinistralité. Le quatrième point, et pas des moindres, c'est la soutenabilité et la viabilité économique dans un contexte contraint et économiquement difficile. Et le dernier, c'est la qualité de conception qui peut s'inscrire aussi dans la démarche de la CNSA de décarbonation de la branche autonomie. Une fois que ces grands piliers sont posés, à travers les dossiers que l'on suit puisqu'on accompagne, ce que j'observe, c'est que finalement, on passe de plus en plus d'une logique de mise en conformité ou de modernisation du bâti, qui est déjà un grand pas, parce qu'on a un parc immobilier des EHPAD qui date des années 70-80 en partie, avec des chambres qui étaient encore doubles, et je parle bien de chambres, et là on est vraiment dans une logique où on réfléchit à des logements privatifs pour les personnes qui peuvent se sentir chez soi dans un ailleurs quand on quitte le domicile historique. Et de ce changement de mise en conformité et de modernisation, on commence à toucher du doigt le lancement, le balbutiement d'un changement de paradigme, vraiment comme représentation de ce qu'on entend de l'EHPAD, qui sort aussi de ce schéma isolé vers des projets qui sont plus disruptifs, plus ambitieux, et d'autres projets qui sont plutôt progressifs, voire par paliers, qui sont espacés dans le temps. Et du coup, on comprend maintenant davantage que la transformation immobilière est interreliée notamment avec les transformations organisationnelles. Et j'avais 3 exemples à vous partager. Oui, on va les regarder, on va les se balader, et qui font le lien avec Kersaï. Tout à fait. Et avant de présenter les 3 projets, c'était aussi 3 exemples de transformation organisationnelle. Le premier, c'est le regroupement des EHPAD en GCSMS, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, ou d'autres formes de coopératives, ce qui permet de mutualiser des fonctions support, d'optimiser des achats, de peut-être avoir une cohérence dans le choix des DUI, du dossier usager informatisé, pour que la grappe d'EHPAD puisse aussi avoir une cohérence, optimiser aussi les coûts. L'autre levier, c'est la professionnalisation de la conduite de changement et de projet, avec des diagnostics budgétaires plus précis, des montages du coût d'opération immobilière. Et la troisième bascule, c'est l'accompagnement au changement
parce qu'il faut aussi accompagner l'évolution des pratiques professionnelles, parfois la transformation technique ou numérique, et de dépasser certaines cultures professionnelles qui sont encore assez fortes. Une deuxième transformation organisationnelle, ça serait l'ancrage des EHPAD dans un véritable maillage résidentiel. On parle souvent de parcours de soins, mais le parcours résidentiel commence à davantage se dessiner. Il y a encore besoin de cartographier et de mieux comprendre les formes polymorphes et hétéroclites de l'habitat intermédiaire qui peut faire le lien entre l'habitat, le domicile historique et l'EHPAD, sans forcément les opposer comme un alpha et un oméga. Et du coup, le défi, c'est de penser l'EHPAD plus comme un lieu isolé, mais on pourrait tout à fait s'installer dans un ensemble résidentiel évolutif ce matin, oui. qui soit du coup regroupé sur un même site ou éclaté ou réparti dans un bassin de vie, où coexistent du coup le soutien à domicile, l'habitat intermédiaire, les services partagés et l'EHPAD. Cela favoriserait du coup la mobilité résidentielle. On voit qu'il y a un besoin de nomadisme résidentiel dans les dernières années de sa vie ou de son existence, et de renforcer aussi l'interconnaissance entre les acteurs, entre l'offre, et réduire le poids du stéréotype. Il y a encore une menace du stéréotype qui est forte, notamment avec les EHPAD. Et pour me rendre parfois sur certains EHPAD sur le terrain, il y a beaucoup de vie et de belles choses qui se voient et qui se font en EHPAD. Je voulais aussi le souligner. Et l'ensemble pourrait rendre du coup les logements, les services, l'accompagnement, mais aussi les soins plus modulaires, voire réversibles par rapport aussi à l'appréhension de vagues démographiques, que ce n'est pas une courbe linéaire et progressive. Et enfin, le troisième point de transformation, c'est de passer d'un projet d'établissement à une logique et une dynamique territoriale. C'est de pouvoir faire converger les investissements et appuis de l'État, des ARS, des départements, mais aussi des collectivités locales, en s'appuyant sur une connaissance plus fine et commune de l'offre et des acteurs de territoire, par exemple des diagnostics territoriaux qui pourraient être davantage dynamiques et évolutifs. C'est aussi de forts enjeux sur la data, sur le fait de partager la donnée au plus grand nombre. Et c'est ainsi que l'immobilier devient un levier, parmi d'autres, de transformation globale et pas seulement un chantier technique. C'est intéressant. Ce qui est intéressant dans le chantier porté par le laboratoire, on va le voir, c'est que c'est pas un modèle d'EHPAD de demain, mais c'est vraiment une diversité d'approches. Il y en a certains qui vont plus médicaliser, d'autres qui vont démédicaliser, et aussi qui se construisent en fonction des réalités du territoire. Et Kevin Charras se dit beaucoup, dans le Nord, il y a une tradition du béguinage, ailleurs, il y a d'autres traditions, et on reconstruit aussi avec les identités territoriales, des identités fortes qu'on va voir à travers 3 exemples que je vais vous laisser nous commenter rapidement. Le premier nous emmène en Corse du Sud, si je ne me trompe pas. Exactement, donc je vous propose de découvrir l'EHPAD de Jeanne d'Arc, du coup, à Vico, en Corse du Sud. Il s'inscrit dans un projet coopératif qui a permis la réhabilitation d'une ancienne grange attenante à l'EHPAD, qui a bénéficié aussi d'un plan d'appui à l'investissement dans un PAI en 2008 par la CNSA, et du coup piloté par l'ARS de Corse, et d'un appel à projet 2021, un tiers-lieu dans mon EHPAD, ce qui a permis de réhabiliter cette grange en un tiers-lieu intergénérationnel, où se font se rencontrer des plus jeunes et des personnes résidentes de l'établissement. Et ce tiers-lieu est attenant à une ferme pédagogique et thérapeutique, ainsi qu'un jardin partagé. Donc il y a vraiment cette dimension de rencontre, de trouver du sens du coup, dans son quotidien et de pouvoir mêler plusieurs publics. Le deuxième nous ramène en Bretagne, du côté de Plabennec. Exactement, donc là voici les jardins de Louan-d'Ardon à Plabennec dans le Finistère, qui est intégré aussi dans un GCSMS, donc c'est important aussi de le souligner, qui n'est pas des moindres, et avec aussi des logements et des lieux de convivialité plus spacieux. Il y a vraiment eu ce travail-là au niveau architectural, un travail d'éco-pâturage avec des tables à rempoter, toujours aussi cette dimension de gestion des espaces verts qui ne sont pas que des espaces de contemplation, mais aussi des espaces qu'on peut pleinement les investir, qui peuvent être aussi des îlots de fraîcheur par rapport à des grands enjeux climatiques à venir et déjà présents. Et c'est aussi un tiers-lieu qui vous accueille dès l'entrée de l'établissement avec cette boutique animée par des jeunes en service civique qui permet aussi d'ancrer l'établissement dans la vie locale et qui inscrit l'EHPAD dans une logique aussi de production de services et pas que dans une consommation de services. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir le présenter. Troisième, on reste dans le Finistère, on va à Brest, à l'EHPAD du CHU de Brest. Oui, c'était à la fois un hasard, mais le Finistère ne manque pas de projets novateurs, avec cet EHPAD porté par le CHU de Brest, qui a obtenu plusieurs PAI parce que le projet est vraiment
ambitieux, important. Il représentera, puisque c'est un projet qui sera livré d'ici 2028, près de 400 résidents ou habitants, parce que finalement les logiques commencent et les frontières commencent à devenir beaucoup plus poreuses et atténues. Et un EHPAD à l'échelle d'un écoquartier, avec la fusion de 2 établissements, 2 EHPAD et celle d'un USLD, et qui intègre des maisonnées, des appartements, des immeubles plus conventionnels. Ce projet immobilier, pour ne pas dire presque urbanistique, prévoit des lieux de rencontre intérieurs, extérieurs, des services de proximité, le recours aussi à la transformation numérique pour venir en appui au personnel et aux équipes, parce qu'il n'y a pas une surveillance ou une présence des équipes soignantes à proximité de chaque logement privatif. Donc ça va être le défi aussi d'intervenir sur ce vaste ensemble d'écoquartiers. Donc finalement, ces projets traduisent une bascule. C'est les frontières entre l'EHPAD, l'habitat intermédiaire, le domicile historique, qui peuvent être et qui pourraient être davantage poreux et davantage atténués, où l'EHPAD n'est plus un ESMS uniquement, mais une pièce d'un maillage résidentiel et de santé qui doivent se penser à l'échelle territoriale. Ce qui rejoint les éléments qu'on a partagés largement ce matin. Et je voudrais que, dans un dernier temps, avant de prendre les questions, revenir un peu à travers ce qui a été dit. On voit qu'il y a des cadres d'accompagnement, la tarification, la numérisation, qui vont aider à porter un peu ce mouvement. On voit qu'il y a des structures d'appui, le laboratoire en est un, sur le chantier des EHPAD. Hélène, vous le disiez tout à l'heure, tout le monde n'est pas au même endroit, tout le monde ne va pas avancer au même rythme sur ce chantier de la transformation, mais tout le monde avance. Néanmoins, comment est-ce qu'au niveau de la CNSA, vous pensez l'appui aux structures et aux professionnels et comment ils se structurent ? Alors c'est une question qui est très vaste, parce que comme vous l'avez vu à travers tous les exemples qui ont été donnés, une mission très forte de la CNSA, c'est finalement d'opérationnaliser des grandes réformes via certes des financements en tant que caisse, mais également via tout l'accompagnement des acteurs territoriaux avec nos 2 gros piliers que sont les ARS et les conseils départementaux qui représentent notre réseau. Donc en fait, on a 2 dimensions. On a une dimension très sectorielle. Comme vous voyez, chaque réforme d'envergure fait l'objet d'un plan d'accompagnement. Vous l'avez vu à travers tous les efforts de pédagogie, d'accompagnement sur Séraphin. Vous l'avez vu à travers ce qu'a décrit Didier sur le DUI, qui a bénéficié d'énormément de ressources, de pilotage, qu'on est allé positionner dans les territoires, dans les ESMS, piloter depuis le national pour embarquer tous les établissements au même rythme autant que possible dans le déploiement d'une réforme. On pourrait également citer la réforme des services à domicile, que je n'oublie pas dans toute cette réorganisation, qui font l'objet d'un accompagnement très fort aussi pour arriver à se marier entre les services infirmiers et les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc tout ça, c'est vraiment des professionnels à la CNSA, avec des relais dans les territoires, avec des appuis de partenaires comme l'ANAP, par exemple, l'Agence nationale d'appui à la performance, pour outiller, accompagner, piloter les réformes. Mais je voudrais insister sur une deuxième dimension, c'est que tout ça, ça ne fait pas une offre transformée et surtout, ça ne fait pas une nouvelle cité inclusive pour les personnes. Et là, j'en reviens à quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que comme on le voit depuis ce matin, on ne peut plus rien faire tout seul. Tous les projets qu'on a décrits sont toujours des projets multifactoriels, multipersonnels, multi-institutions. Et donc, un deuxième axe très fort du travail de la CNSA, c'est de parvenir à appuyer les acteurs du territoire à avoir une stratégie de coopération qui leur permette d'avoir une stratégie opérationnelle. Et comment ? Alors, comment on fait ça ? On fait ça de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on essaye maintenant de plus en plus de penser nos accompagnements de manière à ce qu'ils puissent se structurer sur les territoires. Et je vais vous donner 2 exemples. Un exemple dans le champ du handicap et un exemple dans le champ plutôt des personnes âgées. Dans le champ du handicap, vous savez, vous l'avez cité à plusieurs reprises, qu'on a eu une CNH en 2023 qui a vraiment donné un nouveau souffle, des nouvelles orientations et qui, outre toutes les mesures sectorielles qu'on balaye depuis ce matin, a décidé d'un fonds d'appui de 500 millions sur la période 2024-2030 pour accompagner les établissements dans cette transformation. Mais ces crédits, on ne les envoie pas directement dans les établissements en disant « voilà, chacun pour soi, l'enveloppe est ouverte, que le meilleur gagne ». Non, évidemment, on a des canaux spécifiques, investissement, numérique, etc. Mais on a vraiment massivement misé sur la capacité de l'ARS, avec son partenaire conseil départemental, avec son partenaire MDPH et évidemment avec les personnes concernées, les OG, à construire des stratégies. Donc on a financé des ETP supplémentaires
Pour faire ce tissage de stratégie, on travaille sur des observatoires territoriaux pour que ces stratégies s'appuient sur des données partagées. C'est pas moi j'ai mes données côté MDPH, moi j'ai mes données côté offre non médicalisée du conseil départemental et puis moi j'ai mes données sur ARS côté offre enfant et puis chacun pour soi. Il faut mettre ces données en commun. Donc on travaille sur des observatoires territoriaux, on va les aider sur des stratégies partagées, des programmations partagées. Et donc là, c'est tout le travail très fin de faire en sorte que les gens coopèrent. Je vous donne un deuxième exemple dans le domaine de la prévention, qui est aussi un sujet qu'on a un peu abordé ce matin, qui était un peu en filigrane dans la journée, mais où on a un secteur marqué par la diversité des financeurs, la diversité des approches entre la santé, entre le médico-social, etc. On a toute une structuration qu'on met en place en ce moment à la CNSA pour renforcer tous les niveaux, renforcer les orientations partagées. On le dit aussi depuis ce matin, qu'est-ce que c'est que la transformation de l'offre ? Qu'est-ce que c'est que la prévention ? C'est pas chacun dit la sienne, excusez-moi du terme. Il y a des choses qui sont fondées sur de la recherche, qui sont fondées sur des expériences qui marchent, et donc il faut avoir des orientations. Du côté de la prévention, c'est ce que va faire la Conférence nationale de l'autonomie. Ensuite, on a une dimension outillage. J'y reviens. Finalement, ces orientations, qu'est-ce que je fais, moi, acteur territorial, pour les mettre en œuvre ? C'est toute une production de ressources que fait la CNSA. Yannick a présenté des choses sur le laboratoire, mais si je reste sur mon exemple de la prévention, l'un des axes forts de la CNSA, à travers un bel outil aussi qui s'appelle le Centre de ressources et de preuves, c'est de produire de l'outillage, des programmes qui marchent, fondés sur la science. C'est la couche outillage. Et puis ensuite, on ne laisse pas les acteurs territoriaux se débrouiller avec ça, puisque la coopération, elle n'est jamais naturelle, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. Donc, on va s'appuyer sur des gouvernances territoriales. Donc, c'est tout ce qui se passe autour du SPDA, notamment, on l'a un petit peu cité aussi toute la journée, pour vraiment aider, presque coincer nos acteurs territoriaux dans un cadre qui ne leur impose pas le comment, mais qui leur impose de faire ensemble. Et ensuite, évidemment, on pilote, on évalue, on monitore, et on fait des boucles vertueuses pour essayer de rééquilibrer ce qui doit l'être. Je relais ce que disait le représentant de la CNCPH ce matin. Les personnes concernées dans cet appui et dans le suivi, elles sont où et elles activent comment aussi ces dispositifs ? Alors, elles sont à plein d'endroits. D'abord, elles sont là, je veux dire, elles activent par leurs besoins, par leurs demandes, oui. par leurs revendications, par leur présence. C'est la première chose. Mais effectivement, je pense que vous en avez bien parlé sur les politiques qui sont pensées pour, avec tous les écueils que ça représente. On a beaucoup de dispositifs qui existent au niveau national, évidemment, via le CNCPH et au niveau territorial pour écouter les personnes. Mais il faut qu'on passe au-delà à faire avec ou à faire faire ou à les laisser faire. Donc Yannick n'en a pas parlé, mais le cadre du laboratoire est assez intéressant, qui travaille sur un guide d'assistance à maîtrise d'usage. C'est-à-dire en fait celui qui est l'usager, alors de manière très très générale, c'est très global, c'est la personne, c'est le professionnel, et donc qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est eux qui sont au centre du projet. Je vous donne un autre exemple qui me semble aussi très illustratif. Ce matin, vous avez écouté le CREA Île-de-France qui est intervenu. Eh bien, l'ARS Île-de-France, sur un sujet quand même qui peut paraître techno, de programmation, de développement capacitaire, etc., elle a fait un comité des usagers, accompagné par des professionnels, et qui est dans une interface avec l'institution assez puissante, puisqu'il y a tout un travail de formation ou autre. Et je vais vous donner un troisième exemple aussi, une troisième manière d'agir. Quand on parle des formations des professionnels, on se dit, pourquoi est-ce qu'on irait parler des usagers ? Bien sûr que si. Comment former un professionnel à l'accompagnement d'une personne handicapée sans la personne handicapée ? Et donc, très concrètement, la CNSA va par exemple utiliser ces leviers de financement des OPCO, opérateurs des compétences. La CNSA aussi, j'en ai pas parlé, mais tout un axe de financement de la formation professionnelle. Et on va imposer dans les formations sur le handicap qu'il y ait toujours une expertise d'usage et une personne handicapée. Dernier mot rapidement, le suivi, l'appui, l'évaluation. L'évaluation, est-ce qu'elle va se faire sur les modalités habituelles, c'est une évaluation sur indicateur? Est-ce qu'on peut avoir une évaluation, je dirais, à hauteur d'usage qui se fasse aussi déjà avec les données que le DUI pourra apporter et puis avec un apport de recherche scientifique qui permettra aussi d'aller voir comment cette transformation joue sur les postures, joue sur les usages réellement et dans leurs aspérités, si je puis dire?
Oui, vous avez déjà bien balayé en fait tous les possibles autour de l'évaluation, parce qu'on a une évaluation qui est plus proche du pilotage. Qu'est-ce que les données nous disent? On a beaucoup parlé là de comment Séraphin finalement va financer autrement sur la base du recueil d'une activité qui n'est plus la même, et ça c'est déjà du pilotage. Après, on a des études sur les dispositifs eux-mêmes. Est-ce que tel dispositif atteint ses objectifs? Et donc c'est aussi une deuxième action qu'on peut avoir en termes d'études. On systématise maintenant à la CNSA beaucoup plus régulièrement des études, des évaluations sur soit les expérimentations, puisque là un grand nombre de projets que vous avez vus depuis ce matin ont pu bénéficier pour certains d'un grand appel à projets qu'on fait annuellement qui vise à soutenir des innovations, mais surtout à en avoir de la matière scientifique pour voir si on les généralise ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement de ce qui est innovant. Et puis quand on généralise quelque chose, par exemple les pôles d'appui à la scolarité, dont on a aussi parlé un petit peu ce matin, eh bien nous, à la CNSA, dès la fin de la première année, on a conduit une étude pour voir ce qui se mettait en place, quel était l'écart avec l'attendu, quelles étaient les difficultés pour essayer de recalibrer ce que l'on propose. Et ensuite, évidemment, l'évaluation de l'impact. Et donc là, eh bien, on revient sur les personnes, ce qu'on disait tout au début de la journée, à savoir l'exercice de leurs droits, la réalisation de leurs aspirations. Et donc là, évidemment, ce n'est pas des données qui vont permettre de brut. On va passer du côté de la recherche et on va lancer, la CNSA y réfléchit, des études plutôt de cohorte pour voir les évolutions de court, moyen et long terme sur les personnes. Il arrive réaction à cet engagement aussi de la recherche sur cette évaluation et de la recherche participative aussi. Oui, parce que quand on parle d'expertise d'usage ou de poids des usages, en fait, je pense par exemple aux transformations des schémas directeurs d'urbanisme dans les villes. Vu que les personnes handicapées ont cette préférence pour l'intérieur, elles étaient finalement très peu présentes dans ces évaluations où on semblait laisser la parole aux usagers, mais qui n'étaient que des usagers valides. Alors c'était bien des usagers, mais ils n'étaient que valides. Et donc de ce fait, je pense notamment au débat sur la loi Elan, on a opposer l'usage des bâtiments par les personnes valides au droit à l'accessibilité des personnes handicapées en disant voilà, l'usage commun, normal, valide, va contre les droits d'accessibilité. Donc je pense qu'il est très important de faire revenir parmi les usagers une certaine partie d'entre eux qui pour l'instant ne sont pas des usagers parce que l'espace est inaccessible et de leur donner plus la parole. Je rebondis sur ce que disait Guillaume Marion, c'est-à-dire la transformation de l'offre, elle doit se faire pour ceux qui sont actuellement en établissement et qui ont vocation à en sortir, mais elle doit se faire aussi pour ceux qui sont déjà en milieu ordinaire et pour lesquels souvent transformer l'offre de services dont ils disposent, c'est aller en établissement. C'est vraiment sur ces deux populations qui sont actuellement opposées mais qui sont faites sur un continuum de positions différentes que doit porter cet effort de transformation. Dans ce travail-là, la recherche a à mon avis un rôle très très important à jouer parce que historiquement, d'ailleurs, c'est un peu comme ça que c'est fabriqué la recherche sur le handicap, c'était de laisser la parole aux personnes directement concernées. Les premiers travaux de sociologie du handicap dans les années 60, c'est des personnes handicapées qui interdisent à des personnes valides, ils se font un lieu en non-mixité pour dire on va produire de la recherche par nous et pour nous, pour dire vraiment ce qu'on entend. La recherche valide, comme la mienne par exemple, elle a vocation aussi à ça, c'est-à-dire à donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas. Elles parlent, ça c'est sûr qu'elles parlent, c'est juste qu'on ne les écoute pas et qu'on ne les entend pas, mais elle a vocation à leur donner cette capacité de représentation dans l'espace public. Et puis je pense que par ailleurs, il est absolument nécessaire aujourd'hui, sur chacun des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs spécifiques au secteur médico-social, mais qui sont des dispositifs de participation urbaine, citoyenne, en santé, dans les milieux de la culture, etc., dans tous les dispositifs, d'avoir ces comités des usagers ou d'avoir cette représentation qui inclut obligatoirement, en tout cas initialement, au départ, une représentation de personnes concernées par le handicap, parce que sinon, cette transformation de l'offre dans le milieu ordinaire, elle ne se fera jamais. Quelques questions, et avant le dessin d'Émilie, est-ce qu'on peut avoir le dessin d'Émilie sur ces sujets, sur ces leviers ? Voilà le dessin d'Émilie. Logement des PH en milieu ordinaire, ouais, on voit bien la difficulté qui est posée, c'est comme un mille-bornes qu'elle nous pose. Les retards politiques d'investissement dans le médico-social, je trouve que c'est assez bien illustré. Et la responsabilité chacun de DUI. Voilà, le DUI, est-ce que c'est une bonne manière de le dire, Didier Alain, d'avoir ce petit ordinateur et dire que c'est l'enjeu de la responsabilité de chacun. D'ailleurs, c'est un ordinateur portable. Séraphin, tarification, me pensez le financement PH. Et à la fin, on revoit encore une fois, toujours chez Émilie, à la fois le fil qui relie les gens et les mains
qui font que les gens veulent se relier aussi, parce que c'est une question de dispositif, mais c'est une question, vous l'avez dit, aussi d'usage et d'acculturation qui se joue derrière. Rapidement, quelques questions. Alors, j'en ai beaucoup et je ne vais pas avoir le temps de toutes les poser. Comment s'intègre la démarche qualité dans Séraphin ? Déjà, comment s'intègre la démarche qualité dans le médico-social ? Je pense qu'on est... Non, mais on parlait de retard en matière de pénétration du numérique dans le médico-social. Je pense que les démarches qualiticiennes, c'est un peu pareil. C'est-à-dire on n'est pas en avance comparé à d'autres secteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le choix, en tout cas dans le modèle de transition, d'avoir aussi une transition vers la qualité, vers une vraie démarche qualiticienne, en mettant le curseur très fort sur la démarche. C'est-à-dire plutôt que l'atteinte d'objectifs, on va être sur l'accompagnement d'une démarche. On n'est pas dans l'application des recommandations de la HAS. On n'en est pas encore là. Je pense que le modèle qui suivra, qui viendra plus capter les besoins, plus capter encore la modulation des parcours, il pourra intégrer une monétisation en quelque sorte de points qualité tels qu'ils sont en train d'être mis en œuvre au niveau des acteurs du secteur. Mais les dotations complémentaires, c'est une démarche en qualité en soi. Question, ces transformations, cette approche modulaire où tout le monde fait tout, peut-elle être un risque de sous-diagnostic aussi, notamment en termes de santé? Est-ce qu'on peut rater finalement des situations, des cas en étant dans une approche modulaire? On évalue tellement que je ne vois pas comment on peut... Non mais déjà, il faut repenser la chaîne, c'est-à-dire entre la PCO, la MDPH, le personnel libéral, l'école, le truc, le machin, on évalue tout le temps. Donc à un moment, il faudrait peut-être resserrer l'évaluation et le confier aux personnes qui sont les plus aptes à le faire. Notre conviction, c'est que c'est les professionnels qui accompagnent au quotidien qui sont les plus à même quand même d'évaluer la situation de la personne. Et au-delà de ça, bah oui, on a toujours le risque d'une offre dégradée faute de moyens. Mais le principal écueil aujourd'hui de notre système, c'est l'éviction du système. Ce n'est pas l'offre dégradée. Et je pense qu'il faut regarder les choses et faire des choix. C'est-à-dire, on n'est pas dans un environnement où l'argent coule à foison. Donc, il faut faire des choix politiques forts là-dessus. Peut-être je voudrais compléter, parce que ce que sous-entend, je pense, la question, c'est que l'opposition entre spécialité et généralité, qui a été bien exposée ce matin, irait vers finalement un peu de tout pour tous, et puis ça ira bien comme ça. Donc on se porte évidemment en faux par rapport à ça, puisque c'est le contraire. Tout ce qu'on décrit depuis ce matin, c'est que ce n'est pas du all inclusive. On renforce la partie évaluation, puisque ça a été légèrement abordé. Il y a aussi une transformation en cours de l'évaluation par les MDPH pour mieux préciser via les fameuses nomenclatures, les besoins de la personne et les réponses attendues. Et on a un organisme gestionnaire dont le boulot va être carrément renforcé sur ce sujet, puisqu'il va devoir construire un parcours adapté aux besoins et en plus évolutif par rapport aux besoins de la personne. Donc il faut vraiment sortir de cette idée qu'en fait, on aurait un nivellement vers le bas, puisqu'on va avoir au contraire une réponse plus fine, plus adaptée et donc plus qualitative, où la spécialisation va venir en plus de la dimension généraliste et pas à la place. Dernière question, comment faire bouger les lignes lorsqu'il est déjà difficile de rendre accessibles les lieux publics, d'utiliser les professionnels compétents, travaillant depuis des années dans le monde du handicap, participant au quotidien dans le parcours de la personne et dans la recherche de logement à la sortie? Alors, la question est vaste, mais si je reprends tout de même le début, on rejoint l'accessibilité dans le milieu ordinaire et le fait de bouger, comment faire bouger les lignes lorsqu'il est difficile de rendre des lieux publics accessibles et d'avoir des personnels qui peuvent accompagner déjà la recherche de logement à la sortie des milieux protégés.
La question est pour moi. Ben oui, c'est la dernière. Non, c'est difficile. Le comment, c'est toujours difficile pour un chercheur. Le comment, la réponse, à mon avis, c'est ce que j'ai dit, elle me semble être politique. Ça veut dire, c'est une transformation dans la représentation des personnes, dans la représentation du problème, dans la formation des élus, dans la formation des professionnels de l'architecture, par exemple. Mais dans la formation des élus, il y a une transformation qui pourrait être, j'allais dire toute bête, mais elle est tout sauf toute bête, qui serait d'augmenter la part d'élus handicapés dans les conseils municipaux, soit sous la forme d'un quota, soit sous la forme d'une sensibilité plus grande des partis politiques à la question du handicap. Il y a une étude récente qui montre qu'il y a moins de 100 personnes, 100 élus handicapés, toutes fonctions électives confondues, donc aux alentours de 600 000 en France, hein, donc 100 sur 600 000. Donc là, on a un vrai déficit d'accès à la parole politique. Et ça pourra faire changer les choses. Il y a une dimension formation, il y a une dimension, je pense, acculturation globale du valide moyen aux questions de handicap par des cours à l'université ou à l'école qui permettraient de parler de handicap beaucoup plus tôt, beaucoup plus facilement, et d'avoir ce qu'on a aujourd'hui sur des questions de genre, par exemple, sur des questions de race, d'avoir un niveau moyen d'acculturation pour que tout un chacun sache à peu près comment faire avec une personne aveugle quand elle est dans la rue, ne pas la forcer à traverser une rue qu'elle ne veut pas traverser, ou avec une personne en fauteuil, ne pas lui empoigner les poignées de son fauteuil pour la déplacer sans lui avoir demandé son avis avant. Je pense que ce niveau-là moyen d'acculturation, on n'y est pas du tout, et ça passe obligatoirement par un travail de sensibilisation qui sera forcément long et fastidieux, mais on y est arrivé un petit peu sur des questions de genre, c'est pas gagné, mais on y est arrivé. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas sur une question qui est comparable, qui est celle du validisme et de la discrimination liée au handicap. Merci beaucoup. Merci à vous six pour ces éclairages. Nourris de ces réflexions qui montrent les outils, les cadres de cette transformation, on va passer à notre dernière séquence, une séquence pour essayer de mieux comprendre justement comment cette transformation permet aussi d'anticiper les changements de demain, des changements au niveau d'un environnement et de transformations climatiques qui vont aussi impacter ce secteur, des transformations liées à une science qui avance dans une démarche de prévention plus forte dans le champ du handicap, dans le champ de la perte d'autonomie liée à l'âge aussi. Alors comment est-ce que cette transformation peut aussi intégrer ces changements-là? On va en parler tout de suite dans notre dernière séquence qui commence maintenant.